L'hommage des Chinois à Mao, premières images transmises de Pékin. 8h20 ce matin, les otages libérés, les pirates de l'air expulsés aux États-Unis. Fin de la fête de l'humanité, de la politique, mais pas de polémique. Pour son retour, Niki Lauda, 4e, il demeure en tête du championnat du monde. Face à la sécheresse, un jeune et un vieil agriculteur, c'est le dossier de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un détournement d'avion, la fête de l'humanité, la bonne performance de Niki Lauda. Nous ne savions pas trop ce soir comment ouvrir notre journal. Il y avait abondance de l'actualité. Et puis nous avons reçu des images impressionnantes de Pékin. Ce sont elles qui font la couverture de ce journal. Le visage de Mao Tse-tung, tel que vous allez le voir, des centaines de milliers de Chinois l'ont vu ou vont le voir. Les résidents étrangers eux-mêmes ont été admis à défiler devant son catafalque. Et la télévision chinoise, jusqu'alors avare d'images de Mao vivant, les dernières datent d'il y a 4 mois, vient de nous offrir, il y a quelques heures, ce portrait saisissant. C'est au Palais du Peuple, place Tiananmen, place de la Porte de la Paix Céleste, que le corps du président Mao est exposé. Le drapeau qui recouvre son corps est celui du Parti communiste chinois. And is covered with the flag of the Communist Party of China. Chairman Mao's face, firm and serene. Arms in hand, stand guard on both sides. Les premiers à rendre publiquement hommage aux défunts sont les dirigeants du pays. Ils s'avancent dans l'ordre de leur importance politique ou historique. Hua Guofeng, le chef du gouvernement, le vice-président du Parti communiste chinois, Wang Hongwen. Mao était le président du parti. Le vieux maréchal Ye Xingyin, Madame Sun Qinling, la veuve de Sun Yat-sen, 2 vénérables vieillards que des infirmiers soutiennent. Chiang Qing, la veuve de Mao. Les voici à nouveau. La veuve de Mao. Défilent ensuite devant le catafalque les représentants des provinces de la Chine. Puis ce sont les représentants, les délégués des diverses corporations. Sans retenue, jeunes et vieux manifestent leur douleur. Mais il faut noter aussi que le commentaire chinois de ces images, vous en avez entendu un peu en anglais, rappelle que parmi son grand œuvre, Mao était aussi celui qui avait écarté les révisionnistes Lin Piao et plus récemment Deng Xiaoping. La mort de Mao n'est pas la fin des luttes politiques en Chine, bien au contraire. Les responsables français de la sécurité se frottent les mains ce soir. Ils se sont débarrassés, et en douceur, de l'oursin croate. Vous savez que depuis hier soir, 19h, un Boeing de la TWA, détourné par des nationalistes croates, était immobilisé à Roissy, sans d'ailleurs qu'on sache trop quelles étaient les exigences des pirates de l'air. En fait, ils voulaient tout simplement faire parler d'eux, de leur cause. Ils ont donc finalement accepté les conditions du gouvernement français, l'extradition aux États-Unis contre la libération des passagers, ce qui fut fait ce matin. Satisfaction chez les responsables, les politiques et les policiers, la fermeté à payer, et il n'y a pas eu interférence de pays étrangers. Roissy, 5 heures du matin. Cela fait 10 heures que le Boeing de la TWA est immobilisé au bout de la piste en construction numéro 2 du nouvel aéroport. 2 heures avant, 6 personnes avaient quitté l'appareil, dont la seule femme du commando. Après avoir téléphoné à New York pour savoir si leurs exigences avaient été satisfaites, elle est considérée comme prisonnière par la police française. À 8h19, tous les passagers sont libérés et quittent l'appareil. Certains sont fortement commissionnés. Tous sont exténués. Le commandant de bord ne cache pas sa joie. Je suis heureux. Il finit. Will you tell me the story of the trip? L'histoire du voyage, ce n'est pas encore bien clair dans mon esprit.
Je suis trop fatigué. Passenger, what are feeling? Que ressentent les passagers? Ils sont comme moi, très fatigués. Je veux ajouter quelque chose à propos des pirates. On avait l'impression qu'aucune de leurs armes n'était vraie, mais ils ont fait savoir au monde que le peuple croate était opprimé. 8h50, les otages libérés arrivent en car à l'hôtel de l'aéroport. Ils sont une soixantaine environ. Leur arrivée est protégée par un important service d'ordre. Pourtant, les pirates se sont rendus il y a moins d'une demi-heure. Le seul danger viendrait-il des journalistes du monde entier présents à Roissy? Les otages sont libres. Cela faisait 30 heures qu'ils attendaient ce moment-là. Je suis fier de ce que j'ai fait, devait dire le chef des 6 pirates, tous relativement jeunes. Parlez-nous d'eux. Comment étaient-ils? Quel âge avaient-ils? Les pirates. 25 à 30. Et vous aviez des rapports avec eux? Vous discutiez avec eux? Oui, discuter tout le temps. De quoi parliez-vous? Leurs idées et la cause et how you say, they passed out the tract. Oui, le largage de tract sur le Nil, oui. Est-ce qu'ils vous ont convaincu? Convaincu, je pense que le monde a une obligation à entendre leurs idées. You stay in Paris. Vous restez à Paris? Oui, j'aurai jusqu'à demain. When you take the flight at New York, do you think Quand vous avez pris l'avion à New York, est-ce que vous pensez que vous allez vous retrouver à Paris? Non, non, je ne crois pas. C'est la première fois que je viens à Paris. Est-ce que je peux vous souhaiter un bon voyage, un bon séjour à Paris? Oui. I wish you good holidays in Paris. Mademoiselle Godec est secrétaire et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée à Paris alors qu'elle effectuait un déplacement professionnel de New York à Chicago. Après s'être restaurée, la plupart des otages n'avaient plus qu'une idée, regagner rapidement New York et Chicago et cette fois directement. Quant aux pirates, ils ont été expulsés et reconduits à Washington à bord d'un DC-8 militaire qui est parti en début d'après-midi. Ils étaient escortés jusqu'aux États-Unis par 12 policiers français. Ce n'est pas la direction qu'ils pensaient prendre puisqu'ils avaient envisagé, quand ils étaient les maîtres de l'avion, d'aller faire un tour jusqu'en Yougoslavie et là-bas on imagine l'accueil qu'ils auraient reçu. Les Oustachis ont bien fait de ne pas choisir d'être refoulés sur la Yougoslavie. Ils auraient été exécutés. En attendant, ce sont les Américains qui payent. Les Yougoslaves accusent le FBI de s'être mis au service des terroristes en distribuant leurs tracts à la presse. La France, pour sa part, est gratifiée à Belgrade d'un brillant satisfecit pour avoir, je cite, magnifiquement sauvé la vie des passagers par son action excellente. Quant au report de la visite du président Giscard d'Estaing en Yougoslavie, il y a eu une contradiction que nous ne pouvions pas admettre. Au moment où à Paris on annonçait que le maréchal Tito était très malade, je le voyais passer sous les vivants en plein centre de Belgrade, aux côtés du président Ceausescu de Roumanie, dans une voiture découverte en pleine forme apparemment. De là la tentation que beaucoup ont eue à Belgrade de ne pas y croire. Je crois que l'annonce est faite dans des conditions bizarres qui la rendaient peu crédible. Mais c'est la seule explication satisfaisante au rapport de la visite. Tito est malade, même s'il n'en avait pas l'air. Réponse du berger à la bergère, Georges Marchais n'a pas tardé à faire savoir ce qu'il pensait des propos de François Mitterrand hier devant le comité directeur du Parti Socialiste. D'ailleurs, le leader du PS savait bien que sa petite phrase sur la primauté du Parti Socialiste n'allait pas passer inaperçue chez les communistes. D'autant qu'aujourd'hui, Georges Marchais avait une occasion toute trouvée de lui répondre la clôture de la fête de l'humanité à la Courneuve. Et si pour lui, il y a bien une primauté qui compte, c'est celle de l'union de la gauche dans son ensemble pour combattre et abattre le pouvoir en place, et plus question pour l'instant de polémiquer avec les socialistes. Pour moi, l'essentiel, c'est que la gauche assure sa primauté sur la droite. Cela signifie donc qu'au sein de l'Union de la gauche, vous êtes prêt à reconnaître une primauté au Parti socialiste. Il faut que la gauche gouverne. Il faut que la gauche puisse mettre en œuvre son programme commun. C'est seulement dans la mesure où ce sera fait
alors que l'on pourra sortir le pays de la crise. Cela suppose donc de renforcer sans arrêt, sans cesse, l'union de la gauche. Nous y travaillons. Cela suppose aussi l'existence d'un puissant parti communiste. Nous y travaillons. Notre conception est également que dans nos rapports, il doit y avoir égalité en droit et en devoir. C'est le docteur Serge Béard qui a été réélu hier soir grand maître du Grand Orient de France. Cette réélection marque la volonté du Conseil de l'Ordre de montrer à l'extérieur qu'il n'y a pas de clivage politique au sein de la plus grande obédience maçonnique de France, et notamment après les remous provoqués par la suspension au mois de juin dernier d'un ancien grand maître, Fred Zeller. Aux yeux de l'équipe dirigeante actuelle, M. Zeller s'était rendu coupable de divulgation de secrets. M. Béard a été réélu pour 1 an à une large majorité. Le Grand Orient de France compte aujourd'hui 25 000 membres. Étape inattendue pour Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain fera escale demain à Zurich avant de se rendre mardi à Dar es Salaam, la première étape de son voyage en Afrique australe. C'est justement à Zurich que M. Kissinger avait rencontré M. Vorster la semaine dernière. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, les manifestations se poursuivent. 2 métis ont été tués au cours d'émeutes dans les localités proches du Cap. D'autre part, un homme a été abattu par la police et une femme blessée par balle après l'incendie par les manifestants d'une clinique située dans un bidonville africain. Nastase éliminé par Borg en demi-finale du tournoi de tennis de Forest Hills. Il n'a fallu que 3-7 aux Suédois pour battre son concurrent roumain 6-3, 6-3, 6-4. Pourtant, Nastase avait brillé dans ce tournoi, mais il n'a pas su s'adapter aussi bien qu'à Wimbledon au jeu de Borg. La logique est donc respectée puisque pour la finale qui se dispute ce soir, les 2 têtes de série de l'Open des États-Unis s'opposent, Borg contre l'Américain Jimmy Connors. Fin de saison inévitable pour Guy Druth. Le champion olympique a dû abandonner aujourd'hui après 30 mètres de course lors du 110 mètres haies de la rencontre d'athlétisme France-Finlande à Blois. Guy Druth souffre de l'inflammation d'un tendon à la cheville gauche, une blessure qui l'avait déjà contraint à abandonner au cours du 1500 mètres de Talence, la dernière épreuve du décathlon. Seul regret de Guy Druth, ne pas pouvoir participer au meeting d'athlétisme du Stade français, son club, le 17 septembre. Niki Lauda a donc gagné son pari. Il s'est aligné au départ du Grand Prix automobile d'Italie. Il a terminé et il a même bien terminé. 4e derrière le Suédois Peterson, le Suisse Regazzoni et le Français Lafitte. Mieux, Lauda a repris de l'avance au championnat du monde des conducteurs, son concurrent le plus dangereux, James Hunt, ayant abandonné aujourd'hui à Monza. Pari gagné donc pour Lauda, le ressuscité. Pari impensable il y a 6 semaines, au lendemain de son accident du Nürburgring. Lauda a eu raison, il avait besoin de ce Grand Prix d'Italie pour savoir s'il pourrait de nouveau aller vite, aussi vite que les autres, lancé, vous allez le voir ici, vers la première chicane sur cette piste ultra rapide de Monza. Jacques Lafitte est parti en tête et c'est l'entrée peu après dans le premier virage. 26 voitures à près de 200 km/h au freinage. Ici, dans l'ordre, Lafitte, Scheckter, Depailler, Peterson, Rothman, Lauda. À l'entrée de la chicane, Scheckter passe, Lafitte 2e, Depailler 3e, puis Peterson et un peu plus loin, Lauda. Placé en dernière ligne, à la suite d'un déclassement, James Hunt fait le forcing pour revenir. Coup de théâtre au 12e tour, celui qui talonne Lauda au championnat du monde sort de la piste. Classement à la mi-course. Peterson, Depailler a fait une course admirable, il a lâché prise. Regazzoni, Lafitte et là-bas au fond le voici, Lauda, qui revient malgré la fatigue après 1 heure de course. L'Autrichien avait réussi le 5e temps aux essais, mais il ne savait pas si physiquement il pourrait tenir la cadence d'un Grand Prix. Ce soir, il est rassuré, il va toujours aussi vite qu'avant, et ce pendant 2 heures. Peterson gagne, Regazzoni 2e, Lafitte 3e. Voilà un joli tiercé. Le tiercé de Longchamp n'aura pas eu l'intensité dramatique de celui de Monza, mais au dire des spécialistes, c'était quand même une belle course. Généralement, l'omnium de Longchamp est la terreur des pronostiqueurs, mais cette année, pour une fois, les favoris étaient à l'arrivée, à tel point qu'il y a dans cette rédaction un certain nombre de journalistes à fêter l'événement. Un événement qui tient en 3 chiffres, le 10, le 16 et le 6, 3 chiffres et 3 noms, Javaraja, Kaolé et Valpolar.
La surprise de l'Omnium Handicap qui se déroulait cet après-midi est venue des 3 favoris qui se sont retrouvés aux 3 premières places. Immédiatement après le départ, Onzogo s'est porté au commandement devant Gentil Dauphin, Java Raja, monté par Yves Saint-Martin et Kaol. L'ordre ne changeait pas jusqu'à l'entrée de la ligne droite où Onzogo cédait du T1. Carole se rapprochait très vite à l'extérieur en compagnie de Java Raja et Valpolar. À mi-ligne droite, Java Raja et Kaol entamaient une lutte magnifique pour la victoire. C'est dans les derniers mètres que Java Raja parvenait à battre Kaol. Le juge à l'arrivée afficha un nez entre les deux. Valpolar était facilement 3e. Les autres n'avaient jamais été dangereux. La combinaison gagnante, le 10, le 16 et le 6. Je vais vous demander de fermer les yeux et de vous reporter 400 000 ans en arrière. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Nice, sachez qu'à la place de l'aéroport, il y avait alors des chasseurs d'éléphants. Voilà ce qu'ont découvert récemment des chercheurs. Mais ce n'est pas la raison, l'unique raison pour laquelle, pendant toute la semaine, on va voir débarquer sur cet aéroport de Nice-Côte d'Azur quelques 3000 chercheurs ou scientifiques venus d'une centaine de pays différents. Les spécialistes sont simplement venus assister, à partir de demain, au 9e congrès de préhistoire et de protohistoire. La protohistoire, c'est la période entre la préhistoire et l'Antiquité. Avant ces savants, Philippe Dumez et son équipe ont flâné dans les coulisses du congrès à la recherche de la petite histoire de la préhistoire. Le pithécanthrope ou le célèbre Homo erectus, un de nos plus récents ancêtres, 500 000 ans à peine, qui vivait à l'époque où la calotte glaciaire descendait presque au nord de la France. Il arrive à Nice pour permettre aux chercheurs de nous parler de nos origines. Et ce sera parmi tous les points et tous les problèmes abordés, le plus important, celui de nos origines, de l'origine de l'homme. C'est une sépulture d'une femme et d'un enfant qui a 50 000 ans environ. Et voici ici, à côté, un très beau crâne. C'est la sépulture de Kafsé en Israël, la plus ancienne que l'on connaisse. La disposition des corps et les offrandes déposées dans leurs mains prouvent en effet la prise de conscience métaphysique de ces hommes de 50 000 ans. Mais cette semaine à Nice, c'est de Lucie qu'on parlera le plus. Il faut vous dire que Lucie a tout de même 3 200 000 ans. C'est un australopithèque, en tout cas une petite femme d'1,20 m et de 35 kg. Encore un petit cerveau, le tiers d'une autre, mais déjà énorme par rapport à celui des primates ou à celui des singes, notre famille parallèle. En tout cas, notre ancêtre direct, découvert grâce aux fouilles faites dans la vallée de l'Omo, en Afrique. Parce qu'il semble bien que la souche humaine trouve sa première trace en Afrique. Et, grâce à la séparation des 3 plaques de cette partie du globe, une vallée sédimentaire est réapparue. Et ces sédiments, comme dit Yves Coppens, ont servi d'emballage. Merveilleux emballage qui nous permettent de connaître nos origines. L'homme plonge profondément, très profondément dans le règne animal, beaucoup plus profondément qu'on ne l'imaginait. L'homme fait partie du groupe des primates. Ces primates sont apparus il y a 70 millions d'années. Le premier primate, d'ailleurs, ce qui est amusant, s'appelle le Purgatorius. Nous commençons notre histoire par le purgatoire. Et puis, vers une trentaine de millions d'années, il semble que ces primates, qu'on appelle des simiens, se divisent. Autrement dit, la racine de l'homme, en quelque sorte, se dégagerait des autres groupes de primates autour de 25 à 30 millions d'années. Vers 3 à 4 millions d'années apparaissent un groupe que l'on appelle les australopithèques et qui, eux, semblent bien, ou au moins certains d'entre eux, être à l'origine du genre Homo que nous sommes. Ce que l'on cherche, évidemment, c'est de savoir quels sont les liens entre l'homme et le monde animal, autrement dit d'où il vient, pourquoi il en vient, pourquoi il s'est transformé dans ce sens, et du coup, dans une certaine mesure, quelle sera sa destinée, dans la mesure où on peut juger par le passé. Et de manière plus précise, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la période entre 5 et 10 millions d'années, qui est malheureusement très dépourvue de restes fossiles. Au vestiaire de la préhistoire, il est sûr qu'on n'a pas fini de chercher, de fouiller pour essayer de comprendre d'où on vient et peut-être où on va.
C'est donc le 22 septembre, dans 10 jours tout juste, que nous connaîtrons la note à payer pour aider les agriculteurs victimes de la sécheresse. Impôt de solidarité, pourquoi faire, se demandent beaucoup de citadins. Après tout, cela fait partie des risques du métier pour un agriculteur. Alors pour essayer de mieux comprendre ce que sont les problèmes des paysans, Alain Doubesky a enquêté sur ce que l'on appelle le revenu agricole. Comment vit-on aujourd'hui à la campagne? Comment y vivait-on il y a 2 générations? C'est le dossier de ce soir. Maxime Jacquet, 82 ans, il est agriculteur retraité à Meillonas dans l'Ain. Chaque citadin ou presque a ou avait des grands-parents fermiers, des grands-parents qui très souvent vivaient sans ce confort élémentaire exigé maintenant par chacun. Aujourd'hui, les revenus ont augmenté, avec eux le confort, mais à quel prix? Souvent au prix d'un endettement permanent qui bouleverse le rythme de vie des agriculteurs. Ils sont tenus dans leur travail, toujours pressés, toujours courir. De votre temps, on courait moins? Oh, on ne courait pas. On ne pouvait pas courir, il fallait mener la brouette, comme on dit. Puis, mener les bêtes, on ne pouvait pas courir. Mais on n'emmenait pas si large que. Vous trouvez que les jeunes emmènent large aujourd'hui? Oui, large, bien large. Pourquoi? Ils sont obligés. Si vous voulez. Ils ont leur machine, ils ont leur tracteur, c'est plus. Ils sont obligés pour arriver à joindre les 2 bouts, il faut en faire large. Moi, je n'ai jamais emprunté. On dépensait au fur et à mesure qu'on faisait de l'argent. Tandis que maintenant, les jeunes, leur premier travail pour se mettre aux travaux, c'est d'emprunter. Ils ne peuvent pas travailler avec la succession de leur famille. Mais finalement, ils n'ont pas une vie plus agréable Non. Pas bien. Nous, on ne s'amusait plus qu'ils ne s'amusent pas maintenant. Vous vous rappelez de la grande sécheresse de 1921? Oui. C'était dur? Ben, c'était dur, c'est-à-dire que à la fin de l'année, on menait les bêtes au champ un peu partout, mais ce n'était pas comme des troupeaux comme maintenant. On n'avait que 5 bêtes, c'est tout. On les menait à la montagne, on les menait dans les bois, pour ne pas se faire manger l'herbe des prés. Et vous arriviez toujours à vous en sortir alors? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce que réclament les jeunes agriculteurs aujourd'hui? Ils veulent demander de l'argent à tous les contribuables. Tout ça, c'est bien bon de réclamer, mais c'est pour l'avoir. Ça veut faire ça, je sais pas quoi, des discussions, ça veut faire. La jalousie, ça veut faire. Ça sera au plus malin, pour pouvoir avoir quelque chose. Les anciens se méfient de l'appel à la solidarité nationale. Ils se débrouillaient seuls autrefois. Mais comme Maxime Jacquet vient de le dire, ils n'avaient que 4 ou 5 bêtes, et la sécheresse, ce n'était pas vraiment un problème. On trouvait toujours un peu d'herbe ici ou là. Et puis, concurrence oblige, il a fallu produire de plus en plus. Les moins dynamiques sont partis. Il reste combien d'agriculteurs là? 8. Combien il y en avait avant? Dans toutes les maisons. Vous les enviez, les jeunes, aujourd'hui? Non, oui. Non. Parce que pour le moment, il faut qu'ils se débrouillent. Il faut travailler. Vous avez bien travaillé aussi, vous? Oui, mais on ne devait rien. On n'avait pas emprunté. On débrouillait sur soi-même. C'est la faute à qui, tout ça? C'est la faute au progrès. Progrès est à l'étroïte. Mais là, comme je vais enfiler les 2 côtés, mais de toute manière, en fait, tu comprends, mon problème, moi, c'est rentabiliser quelque chose de pas joli, il faut le reconnaître. Alors, en fait, bon, ben, je vais enfiler ici, aussi... Pour ceux-là, pour les jeunes, le progrès, même s'il va vite, c'est une réalité qu'ils ne peuvent pas ignorer sous peine de disparaître. Il faut devenir technicien. Autrefois, 2 bœufs, une charrue, un peu d'argent frais, et on s'installait. Mais aujourd'hui... Moi, je dis un jeune agriculteur qui s'installe à l'heure actuelle sans parler du foncier, parce qu'il faut bien reconnaître qu'il y a 2 choses en bien de production. Il y a le bien de production qui est foncier, qui est la base même de l'agriculture, et les biens de production qui sont le matériel. Donc, pour utiliser ce foncier, en matériel, cheptel vif, si vous avez du cheptel, il faut bien tomber entre 30 et 50 millions d'anciens francs.
Sans parler du foncier qui est énormément cher. Alors, si vous mettez une ferme de 50 hectares, et si vous comptez au prix moyen de l'hectare, mettons 1 200 000 anciens francs l'hectare, ça va faire 70 millions, plus 50 millions, autour de 130 millions d'anciens francs qu'il faudra investir et engager pour être agriculteur. Avec du foncier, 130 millions, sans foncier, 30 à 50 millions. Mais une fois que vous avez tout ça, vous êtes riche, très riche alors? Très riche en capital. Certes, mais c'est un capital emprunté. Bon, lorsque vous avez une année comme cette année, mettons, puisque toute l'opinion publique sait bien qu'on a eu la sécheresse, eh bien, c'est un trou. C'est-à-dire, il avait calculé le maximum d'amortissement à l'hectare, et d'un seul coup, il a le trou. C'est-à-dire, il peut plus rien, il peut pas rendre, c'est pas possible. Mais on est effaré à la ville quand on entend parler de plusieurs dizaines de millions anciens. Combien de temps, combien d'années il vous faut pour rembourser ça? En capital foncier, l'emprunt à l'heure actuelle que l'on a peut aller jusqu'à 30 ans. Un capital matériel doit s'amortir en 7 ans sur le jeune agriculteur. Et c'est possible? Bien de production. C'est possible à condition de faire des rendements, d'être efficace, d'être un bon gestionnaire, d'être ce qu'on demande à être lorsqu'on est chef d'exploitation. Mais est-ce que vous êtes récompensé par des revenus intéressants? Malheureusement. Alors ça, c'est la bonne question que vous me posez. Je pense que ça ne va pas. Parce qu'au niveau des jeunes agriculteurs, les risques qu'ils prennent, l'amortissement qu'ils ont, les capitaux qu'ils ont empruntés, s'ils n'ont que la liberté, puisque souvent d'autres secteurs l'envient de cette liberté agricole, je dis elle est bien trop chèrement payée. Avez-vous déjà rencontré des agriculteurs satisfaits? Non, bien sûr. Alors, rappelons quelques chiffres. En 1974, le revenu agricole a diminué de 9,6% en francs constants. En 1975, il a encore diminué, cette fois de 2%. Pendant ce temps, le salaire horaire des cadres industrie et commerce progressait de 12,9% par an. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Ces moyennes recouvrent des situations très différentes. Il y a les petits, mais il y a aussi les gros. Les gros, ceux qui sont imposés aux bénéfices réels, ils sont 13 000 sur 1 million d'exploitants agricoles. Voilà, tardive consolation pour les agriculteurs. Il commence à pas mal pleuvoir. En langage des villes, cela veut dire qu'aujourd'hui il n'a guère fait beau et cela va continuer demain. Le temps restera très médiocre sur toute la moitié est avec orage et pluie. Sur la moitié ouest, le temps sera plus variable avec quelques éclaircies, notamment sur le nord-ouest et les Pyrénées. Voilà, ce journal s'achève. Au nom de toute l'équipe de l'actualité, je vous souhaite à tous une excellente soirée. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Mais tout de suite, le résumé des titres d'aujourd'hui. La France expulse les pirates du Boeing. Gérald Ford demande une justice rapide. Georges Marchais à la fête de l'humanité, primauté à l'Union de la gauche. Grand Prix d'Italie, Peterson 1er, Niki Lauda 4e. Tiercé, 680 francs dans l'ordre, 135 francs dans un ordre différent. 22h30, le dernier journal d'Antenne 2.